Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à Bâton Rouge Live, le restaurant, le fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes en édition sans contact, en studio, et c'est disponible sur Quai Marina Flashback sur Facebook, comme vous le savez. Aujourd'hui, avec notre deuxième invité, nous allons récapituler la saison de baseball qui s'est terminée hier avec la Série mondiale remportée par les Dodgers de Los Angeles et revenir sur les différents mouvements de personnel qui ont eu lieu au cours des dernières semaines chez le Canadien de Montréal. Nous serons avec l'ex-entraîneur-chef de baseball junior, soit Claude Gravel. Mais mon premier invité, c'est un homme ayant plusieurs cordes à son arc. Cette fois, c'est à titre d'écrivain qu'il nous rend visite. Il a l'entraide tatouée sur le cœur et par la discipline de son sport, son appui inconditionnel et sa vaste expérience de vie qu'il partage, il a eu et a toujours beaucoup d'influence sur la vie de nombre de jeunes personnes. Et pour parler de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, de son récent bouquin et de son parcours professionnel autant que personnel, voici un homme engagé, un combattant de la vie, vrai, reconnu et apprécié. Je vous présente Ali Nestor. Bonjour Ali. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Je pense que les gens vont apprécier. Bien, ma première question, avec ce qui se passe avec le COVID, comment tu vis ça, toi, personnellement? Bon, c'est sûr que c'est pas évident, autant pour moi que pour les autres. C'est quelque chose de tout nouveau pour tout le monde. Mais dans mon cas, moi, je me laisse pas abattre par quoi que ce soit. Il y a pire, j'ai déjà connu pire. Comme on le disait tantôt. Oui, donc je viens d'un pays où ce que le malheur existe, Haïti, donc je garde le sourire quand même, je vis au jour le jour, donc je m'assure de faire tout ce qu'il faut, comment je peux dire, personnellement, de façon à ce qu'on puisse retourner à une vie normale au plus rapide. Et comme on le disait tantôt, je veux dire, à se comparer, on se console. Je veux dire, il y a eu pire que ça, il y a la guerre, entre autres. Avant de parler de ton cheminement professionnel et personnel, et avant d'arriver au plat principal qui est ton bouquin, et de ton mouvement d'entraide qui a su générer au fil des ans beaucoup de bonheur et de réussite, on va parler un petit peu de ton parcours professionnel en tant que boxeur et combattant d'art martial. 1997, ça veut dire quoi pour toi? 97, ben j'ai commencé effectivement au niveau de la compétition. Mon Dieu, 97, dans ces temps-là, j'ai fait de la compétition au niveau boxe chinoise, au niveau internationaux, au niveau panaméricain. Oui. Mon Dieu, dans ces débuts-là, j'étais pas mal dans les arts martiaux. Plus que la boxe. Oui, oui, définitif. Quand j'ai débuté. Y a-t-il une raison? Ben, comment je pourrais dire, je me considère beaucoup plus un artisan des arts martiaux qu'un boxeur. Okay. Lorsque j'ai fini par faire de la compétition de boxe, c'était pas dans un but nécessairement de devenir boxeur, c'est parce que je suis allé pratiquer de la boxe dans le but d'améliorer mes arts martiaux. Puis finalement, t'en es venu qu'à faire de la compétition de boxe. J'ai aimé ça, on m'a proposé, donc là, après ça, je me suis pris à faire de la compétition de boxe. Mais c'était dans le but, tu sais, je suis quelqu'un qui est à la base un amoureux des arts martiaux et mon idole était Bruce Lee. Et Bruce Lee avait la mentalité d'intégrer plusieurs styles, c'est quelqu'un qui à la base pratiquait le kung-fu, mais a été maîtriser plusieurs styles de sport de combat pour finir par créer son propre style qui est le Jeet Kune Do. Tu es donc un naturel, je veux dire, tu es athlétique de par ta nature. C'est pas difficile pour toi de t'adapter. Tu serais probablement bon aussi dans les autres sports. Sans dire le mot bon, mais j'ai jamais vraiment eu de difficulté effectivement à jouer dans les sports. Tu as 15 combats professionnels en MMA. Tu as 20 combats en boxe, dont 15 victoires. Ça s'est terminé comment, ta carrière? C'est suite à une blessure? Non, c'est suite à des choix parce que, bon, évidemment, au niveau que j'étais rendu dans ma carrière, ça prenait beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps d'entraînement. Donc, lorsqu'on le sait qu'au niveau professionnel, lorsqu'on est en camp d'entraînement, on peut parler entre 3 et 5 heures d'entraînement par jour, bien sûr, en séparation. Et j'avais aussi toute la responsabilité de mon organisme qui prenait beaucoup, les princes et princesses, alliés les princes et princesses, donc qui prenait beaucoup d'ampleur. Ouais, c'est ça. Donc j'avais un choix à faire. Et ben, le choix était simple pour moi. Donc, tu as décidé de te donner aux autres. C'était plus important comme pour moi d'envoler avec les princes et princesses. Je pense que je vais te féliciter souvent durant notre entrevue parce que moi,
Ce sont mes sujets personnels, la spiritualité. Je suis bien content de t'avoir ici pour ça. Donc, au début, si on vient à la base là, de ton mouvement, les princes de la rue, les petits princes de la rue, parce que je me trompe souvent, c'est les petits princes de la rue et princesses. Tu m'as dit en pré-entrevue, être le support pour jeunes qui sont pris dans leur vulnérabilité, c'était pour toi l'objectif premier. C'est ça la base de tout. Oui, effectivement. Donc, c'est d'être disponible, c'est de pouvoir être en mesure d'accompagner des jeunes qui se trouvent en situation de vulnérabilité de tout genre. Bien sûr, que ce soit au niveau des difficultés avec les parents, des problèmes de consommation, de comportement, violence, donc déficience intellectuelle. Donc, c'est d'être disponible vraiment pour des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Et au travers les arts martiaux, tu les aides à aller au-delà de leurs limites personnelles et souvent des limites qu'on s'inflige soi-même. Parce que je veux dire, sky is the limit, quand on peut t'aider, tu peux recevoir de l'aide. Et toi, c'est ce que tu fais finalement. Tu as aidé vraiment beaucoup de gens dans ta vie. Et c'est ça ta vraie paye. Oh, ben oui, effectivement, il y a rien de plus belle paye que de voir quelqu'un pour qui que tu as peut-être été marquant. Donc, cette personne-là te le fait comprendre, te le fait remarquer. Et quand tu vois que cette personne-là, aujourd'hui, réussit dans la vie, va au bout de ses limites, il n'y a rien de plus beau. Et 2001, ça, c'est une autre date importante. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé bien des choses en 2001. Parce que ça a été ton premier programme de mentorat, je crois, en 2001. Oui, c'est ça, hein? À vrai dire, en 2001, on a commencé les programmes de l'organisme, donc de façon officielle. Donc, le premier programme qui était tout simplement du mentorat. Donc, c'était de l'accompagnement. Donc, sortir les jeunes de mauvaises situations. Oui, c'était la base même. Ce qui veut dire, mentorat, ce qui veut dire être disponible à l'écoute d'un jeune, à pouvoir l'accompagner, l'encourager, le conseiller dans différents types de situations qui lui arrivent. Donc, c'est comme ça que ça a tout démarré. Tout ça a progressé. Je veux dire, c'est parti d'une idée. Quand tu regardes ça en rétrospective, comme 23 ans après, c'est quoi ta constatation? As-tu l'impression que, oui, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va aussi vite que tu l'aurais cru? Oui, ça va dans le bon sens. Et si on m'aurait dit que l'organisme aurait pris toute cette envergure aujourd'hui, 23 ans en arrière... Tu l'aurais pas cru? Je l'aurais pas cru parce que quand j'ai tout débuté ça, donc... j'aidais les jeunes à travers les sports de combat, à travers les arts martiaux, et beaucoup de personnes ont des préjugés sur les sports de combat. Et je me rappelle que je me faisais fermer beaucoup de portes parce que les gens ne croyaient pas possible justement de venir en aide aux jeunes grâce aux arts martiaux. Les gens voyaient plus que ces jeunes-là pouvaient plus se diriger vers un excès de violence qui pourrait répercuter sur les autres. On va en parler justement un peu plus tard, ça. Donc, il y avait un préjugé. Il y avait un énorme préjugé pour ça. Et aussi, bon, par la bande aussi un préjugé sur moi parce que, bon, moi, je viens du milieu de la rue aussi. Donc, à l'adolescence, jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près, j'ai côtoyé le milieu des gangs de rue. Donc, il y avait ce préjugé aussi envers la personne qui va aussi avec une certaine dose de racisme. Parce que, comme tu le disais, les gens croyaient que peut-être en raison de ta couleur noire, ben, tu vas aider seulement des gars de gangs de rue. Ben, c'est ce qu'on avait tendance à penser. C'est pas le cas du tout. Non. Un jeune en difficulté... Qu'il soit, peu importe la couleur, ben, tout le monde a ses difficultés. Exactement. Maintenant, au présent, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que ça demeure les mêmes ou tu en as rajouté? Ben, à la base, ça demeure toujours les mêmes. C'est d'être disponible pour les jeunes en difficulté. Bien sûr, de plus en plus, on nous demande de voir la possibilité d'installer des programmes dans d'autres villes, dans d'autres quartiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, d'aller où ce que la demande se trouve. Mais ça reste toujours la même... Se déplacer pour faire une espèce de recrutement, de constatation de parfois des dégâts de la vie d'aujourd'hui. Exactement. Maintenant, on va aller avec ton bouquin, qui est sorti, il est encore tout chaud. Je veux dire, ça fait une semaine. Ali, Petit prince de la rue, tout est expliqué là-dedans. Tu me disais qu'au début, tu pensais être capable peut-être de faire ça en quelques semaines. Et c'est une rencontre avec un de tes amis personnels qui a été déterminante, soit Dan Bigra. J'aimerais que tu me racontes cet épisode-là. Comment tout ça s'est fait? Parce que pour toi, au début, c'était un outil, un mémoire.
que tu Oui, disais. à la base, c'est ça, c'est ce que je voulais. Donc, que ce soit un outil de travail, une espèce de mémoire, que les jeunes qui le lisent allaient pouvoir reconnaître un ancien jeune comme eux, a eu des difficultés et a pu s'en sortir. Et c'était beaucoup d'amener les professionnels de la jeunesse à mieux comprendre pourquoi qu'un jeune peut se retrouver en situation difficile, parce que bon, dans le livre, je parle de moi, mais je parle aussi d'à peu près une dizaine d'autres personnes qui ont traversé des épreuves aussi. Exactement, qui ont bien fini, moins bien fini, d'autres personnes qui sont décédées aujourd'hui. Donc, c'était cette base-là. Et toi, dans ta grande humilité, parce que je commence à te connaître un peu, l'important, c'était de ne pas faire un livre uniquement sur toi. Non. Le but n'était vraiment pas égocentrique. Non. C'était pas de faire... Tu sais, une biographie, souvent, c'est... c'est sur ses réalisations. Beaucoup du jeu. Oui. Donc, moi, c'était vraiment... Tu sais, j'ai étalé toutes mes difficultés. Donc, c'était vraiment que les gens puissent se reconnaître, trouver des outils pour aller mieux. Donc, on donne des conseils là-dedans, bien sûr. Et pour répondre aussi à ton autre question, Dan, on s'est rencontrés aux alentours de 1999-98. Puis, je me rappelle, les premiers temps, on s'observait et tout, puis ça a commencé dans un ring, là. Donc, je l'ai invité à se battre avec moi dans un ring. Mais c'était pas une mésentente. Non, au contraire. Okay, c'était une façon... C'est que c'était sportif. C'était sportif, mais c'était une façon d'apprendre à se connaître, de voir qui vraiment était devant moi. Parce que, comme je le dis souvent, tu es le genre d'individu, ça ne paraît pas, tu n'as vraiment pas une apparence, je dirais, agressive, mais on ne veut pas te rencontrer dans une ruelle si tu te fâches. Fait que là, continue avec Dan dans le ring, comment ça s'est passé? Donc c'est ça. Après ça, c'est de là que notre amitié s'est développée, puis on est devenus comme qu'on dit toujours, jusqu'à maintenant, depuis plus de 20 ans, on est des frères qui se sont choisis. Et, parce que Dan est très spirituel comme toi. Sans dire le mot spirituel, c'est pas un mot qu'il aime beaucoup, mais c'est quelqu'un parce que c'est associé à la religion. Oui, exactement. Mais c'est pas dans ce sens-là. Parce que la spiritualité, c'est plus une sagesse. Oui, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui a une belle sagesse. C'est quelqu'un qui est très authentique. On ne se trompe pas avec lui. On a l'heure juste avec lui. Et il fait pas dans les demi-mesures. Non, c'est une des choses que j'aime beaucoup de lui. Puis après ça, il a décidé de mettre un documentaire sur pied qui était Le Ring intérieur, qui était encore une fois, c'est un film qui avait pour but de démystifier avant tout le sport de combat et aussi de montrer qu'il y avait un groupe de jeunes, mais qui ont pris les sports de combat pour faire de belles choses dans la vie. Ouais, c'est ça. Donc, puis par la suite, on est parti en voyage et lui, il écrivait. À ce moment-là, lui, il était en train d'écrire. Donc, ça a été ma première inspiration pour écrire. Et effectivement, je pensais pouvoir, quand on était parti peut-être 2 ou 3 semaines en vacances, je pensais pouvoir passer à travers ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était tout un défi. Au moins 6 mois, certain. Regardez, ça m'a pris plus de 15 ans, donc c'était tout un défi. Oui. Non, mais quand c'est le temps de vraiment synthétiser la chose, c'est un bon 6 mois. 6 mois, 1 an, certain, la dernière étape, là, tu sais. Oui, après ça m'a pris 1 an pour finaliser, mais toute l'écriture au complet, c'est plus d'une 20aine d'années parce que écrire sur soi, écrire sur son passé, puis en même temps... ça ne finit plus. Ça finit plus, puis en même temps, on écrit sur d'autres personnes de son entourage. C'est ça. Je peux écrire sur notre rencontre, mais moi je le vois d'une façon, mais toi tu le vois d'une façon. Alors j'écris, après ça je te consulte, donc on regarde un peu le tout. Voilà. Donc c'est un legs, et pour toi c'était bien important, point de vue confidentialité aussi, de ne pas prendre le mérite de tout ça. Je veux dire, et puis finalement tu as eu une offre de l'éditeur. Ça a été une étape importante, parce que je veux dire, tout écrivain parfois va se buter à ça. Oui, parce que quand j'ai commencé à écrire ça, je pensais pas que j'aurais cette chance aujourd'hui de tomber sur une maison d'édition qui veulent écrire. Parce que quand je les ai rencontrés, plus d'1 an, 2018 à peu près, ou un peu plus, on s'est rencontrés, puis ils m'ont dit, est-ce que j'étais intéressé à écrire quelque chose sur moi? Alors là, j'aurais dit, ça fait déjà plusieurs années que j'ai quelque chose qui est en train d'écrire, mais que je dois le finaliser.
Et c'est sûr que c'est là que ça m'a donné le dernier pushing de vraiment finaliser. Et, c'est sûr que c'est motivant à ce moment-là. C'est motivant. Et j'ai eu un énorme support avec eux. Après, tu as un bon français. Je veux dire, je parle avec toi, je constate aussi tu es haïtien. Les Haïtiens ont un bon français. Ça a aidé un peu, certainement. Oui, définitif. C'est sûr que ça aide. Mais j'ai eu un gros support de la maison d'édition qui m'ont quand même coaché. Après ça, au niveau correction aussi. Puis s'assurer que... Parce que j'écris, mais après ça, lorsque il y a des rédacteurs qui vont après corriger. Parce que moi, je peux comprendre ce que j'ai écrit, mais toi, ça se peut fort bien qu'il y a certains mots que je comprends, mais que toi, tu comprends pas le terme. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait aussi, et bon, qui a fini par donner quelque chose de très bien. Il y a des gens que tu as aidés qui sont issus vraiment de tous les milieux. Ça, c'est une particularité. Tu as plusieurs gens aussi qui ont bien tourné. C'est sûrement une grande fierté pour toi. De voir beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui, qui fonctionnent bien. J'aime pas beaucoup dire le mot aider parce que j'aime mieux dire que ces gens-là se sont oui, un peu guidés, que je les ai accompagnés parce que c'est sûr que on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Ah, ça c'est bien dit. Donc le point de départ, c'est toujours ces gens-là qui décident de faire ce qu'il faut pour changer. Alors, moi, je suis comme une espèce d'outil. Et cet outil-là s'est présenté à lui, donc il a su comment utiliser cet outil-là à son avantage. Donc, moi, je suis un peu l'outil, le guide, Ben oui, un coach de vie. Ça, je vais y revenir. J'aimerais qu'on parle encore un petit peu de boxe, parce que tu as commencé la boxe à 12 ans. J'ai commencé les sports de combat général à 12 ans, mais la lutte olympique. Mon premier contact avec les sports de combat était la lutte olympique. Ah, c'était intéressant. À l'âge de 12 ans. Après Ton père en faisait? Non, mon père, lui, il était dans l'armée, il pratiquait des arts martiaux, générales. Il était dans l'armée haïtienne. Puis, j'ai commencé le karaté à 14 ans lorsque j'ai été placé en centre jeunesse. Parlant de boxe, je vais te poser une question qui pourrait faire partie des questions rafales de la fin. Qu'est-ce qui fait un bon combattant? Les qualités indispensables, que ce soit en boxe, que ce soit en MMA. Quelles sont les 2-3 qualités qui sont très importantes pour faire un bon combattant, spécialement rendu à un haut niveau? Bien sûr, c'est pas tous les combattants ou tous les coachs qui vont dire la même chose, mais je pense qu'il faut avoir un contrôle presque parfait. Il faut avoir une maîtrise. Il faut être très patient. Il faut être très analytique. Donc, ça fait partie selon moi, c'est pas juste une question de force et d'énergie. Non, loin de la force. À un moment donné, ça devient un jeu d'échecs. Tout athlète d'expérience, lorsqu'il voit quelqu'un qui arrive avec une force brute, pour lui, c'est un cadeau du ciel. Il dit, ça va être parfait, ça va être facile. Donc, quelqu'un qui arrive tout simplement avec de la force brute, il sera dernier. Donc, au contraire, il faut... ça va faire son temps. Il va peut-être éliminer les premiers jambons. Mais après ça, quand tu vas tomber sur un vrai, lui, il va trouver tes faiblesses. Ça prend une lucidité parfaite. Donc, moi, j'aime ce mot-là, lucidité. Des blessures en carrière qui peut-être te poursuivent encore avec les années? Par chance, j'ai eu quelques blessures. Des commotions ou... Par chance, je touche du bois, j'en ai pas eu. Mais des blessures... bon, je peux la toucher pareil. Donc, des blessures physiques. J'en ai eu quelques-uns. Aujourd'hui, j'ai une hernie cervicale, j'ai une hernie discale. Mais donc, ça m'oblige à toujours continuer à faire du sport de façon à rester tu sembles aussi en grande forme. Oui, je garde toujours la forme. Oui. Tu n'as pas tellement de surpoids, comme on dit. Cette propension que tu as à l'entraide et cette intention de guider ton prochain favorablement, est-ce le résultat d'une enfance pour toi compliquée? Toi-même, as-tu vécu des choses difficiles? Exemple aussi, peut-être dans l'adolescence, avais-tu des problèmes de drogue ou de comportement? J'ai pas eu de problème de consommation. C'était pas quelque chose que j'ai eu une attirance vers ça. Des problèmes de comportement à l'adolescence, oui. Début de l'adolescence, qui m'a amené parce que j'étais devenu quelqu'un qui était en colère, qui était très fâché, qui avait beaucoup de frustration, oui. Donc, puis tu as trouvé avec le temps, dans ton cheminement, les raisons pourquoi tu étais comme ça? C'est sûr qu'il y a différentes raisons. Donc, il y avait un gros manque de communication avec mon père. Donc,
il y avait beaucoup de violence verbale, psychologique. C'est à la base de plusieurs difficultés chez les jeunes. Chez beaucoup de jeunes. Et après ça, bon, à cette époque-là, bien sûr, on parle des début des années 80, en France, donc tout ce qui était aussi au niveau raciste. Ben oui. Que je vivais, même encore aujourd'hui, en quelque part. Oui, mais différemment, bien sûr. C'est ça. Plus hypocrite. Ouais, plus sournois. De toute façon, je pense pas que quelqu'un qui connaît ton background en MMA, tout ça, va aller commencer à t'insulter en plein visage. C'est toujours dans le dos que ça se fait. Dans le dos. Ben, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui... Ben oui, ça, c'est plus facile. Juste à peser sur un piton. Oui. Les gens te connaissent. Moi, je dis que tu es un philanthrope de l'âme. Je veux dire, un véritable coach de vie. Les gens te connaissent au travers la boxe et les sports de combat. Mais as-tu d'autres passions dans la vie? Exemple, d'autres sports que tu pratiques? J'aime les sports en général. Donc, bien sûr, à part les sports de combat, tout ce qui est volley, c'est bizarre à dire, mais tout ce qui est volleyball. Volleyball de plage? De plage ou d'intérieur, oui. Basketball, bien sûr. C'est vrai, le volleyball, je l'ai pratiqué longtemps. C'est vraiment un beau sport. Ouais. Je veux dire, J'ai eu la chance de toucher un peu au hockey lorsque j'étais enfant de jeunesse à l'adolescence. Mais on m'a vite fait comprendre que c'était pas un sport pour les Noirs. Donc, encore là, c'est pas correct. Ben oui. Le golf? Écoutez, j'ai touché, mais malheureusement, je suis loin d'être bon. T'as pas un bon swing, quoi? Écoutez, on parle de sport où ce qu'on pense justement que souvent la force est importante. Quand j'ai voulu soigner mon premier coup, j'ai été avec puissance, puis j'ai vu que non, il y avait vraiment une technique autant que la boxe, une question de hanche, une question... Donc, c'est sûr qu'avec la pratique et du coaching, ça aide. Et la musique dans tout ça, et puis le cinéma, quels sont tes goûts? Je veux dire, quand tu t'en venais ici faire ton entrevue, tu écoutais peut-être la radio, mais si tu écoutes la musique, c'est quoi? Es-tu plus rock, dance, Pavarotti? Je suis, au niveau musique, je suis vraiment de façon générale. Rencontrer des gens, exemple, comme Dan Bigra m'a fait connaître la musique sur un autre... Ouais, ça ouvre les horizons. Dans un autre. Parce qu'il est très musical, il aime beaucoup la musique. Oui, donc j'ai beaucoup appris sur le monde de la musique en connaissant Dan. Comme je te le disais tantôt précédemment, moi je suis bien heureux de t'avoir comme invité ici. Tu es un homme spirituel et ce sont des sujets qui répondent à un besoin de nourriture spirituelle parce que dans la vie, si c'est seulement métro, boulot, dodo, à un moment donné, il va y avoir un manque. La vraie spiritualité, selon moi, ce n'est pas la religion. On en parlait tantôt en entrevue. C'est, comment je pourrais dire, la générosité envers l'entourage et pas seulement la famille ou les amis. Tu as des gens qui vont se targuer d'être généreux. Ben oui, mais c'est parce que tu donnes des choses à ta femme ou à tes enfants. Ben regarde comment tu traites ton voisin. Puis c'est ce qui fait défaut. Avec toi, je sais que je peux parler des vraies choses. Et selon moi, l'intelligence mène à la bonté. Et on note peut-être aussi avec la COVID, l'Internet et tout ça, on voit une baisse de compassion peut-être un peu dans notre société. Il y a beaucoup plus de gens mal pris et beaucoup plus de douleurs et de difficultés, spécialement chez les jeunes, qu'on pourrait le croire. N'est-ce pas, Ali? Oui, c'est très vrai. Toi, tu es le mieux placé pour le dire, je veux dire. Si tu faisais des statistiques, là, c'est surprenant. Hein? Oui, énormément. Ben, juste lorsqu'on est tombé en pleine pandémie à partir du 13 mars, pour certains, c'est un véritable drame. Ça a été un drame pour plusieurs de mes jeunes que j'ai perdus, qui sont partis à la dérive, qui sont tombés dans des mauvaises habitudes, que ce soit la consommation ou des mauvais coups dans la rue, donc ou ce qu'ils vivaient au niveau familial a complètement débalancé. Donc, effectivement. Puis, parce que tu remplaces les parents par certains niveaux à un moment donné aussi. Si tu n'es plus disponible, je veux dire, il y a certains dont la barque va prendre l'eau. Ben, on devient une deuxième famille. On devient une deuxième famille pour ces jeunes-là. Et effectivement, comme tu as dit, c'est une période où on devrait être beaucoup plus unis. Et c'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas, malheureusement. Beaucoup de personnes essaient de tirer la couverte de son côté, alors que ça devrait être l'union fait la force en ce moment. Oh, j'aime ton expression. Nous allons prendre une pause, si tu me permets, mon cher Ali. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Bâton Rouge Live. C'est l'émission qui représente le Bâton Rouge, le fameux restaurant de la Chenesse. C'est un restaurant vraiment imbattable, mais qui présentement est fermé. Mais n'oubliez pas, il y a un service de commande qui
C'est disponible, on appelle ça le take-out en bon québécois. Vous pouvez aller sur place donc et faire la livraison. Je vous donne le numéro de téléphone de ce fameux restaurant qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. C'est le 450-581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, une entreprise qui existe déjà depuis 23 ans, dont beaucoup d'expérience, un très beau magasin, une bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François, le propriétaire, au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Ali, moi je pense que tu es un optimiste de nature, mais peut-être inquiet un petit peu pour l'avenir, pour les jeunes. Et selon ta vaste expérience, qu'est-ce qui fait le plus défaut dans ce qui est offert à la jeunesse d'aujourd'hui? Bien sûr, une des constatations, bien, les jeunes ont besoin d'avoir une meilleure communication avec l'entourage. J'ai marqué 3 points, peut-être que tu peux commenter. Se sentir apprécié, qui est très important, ça vient en premier des parents. Le manque d'écoute, donc, qui vient de ça. La famille éclatée de nos jours, qui coûte très cher à la société, à nombre d'individus. Et besoin de direction et de modèles stables. Là, je te laisse aller. Très d'accord. C'est des bons points, besoin de modèles, effectivement. Proche et loin. Et bien sûr, faut faire attention au jugement. Souvent, un jeune qui vit différents types de situations, exemple, qui se retrouve dans les rues ou à passer une phase où il est violent, mais les gens s'arrêtent seulement à l'image première. Donc, ils voient un jeune violent, donc ils le catégorisent tout de suite, alors qu'il faudrait chercher à voir un peu en arrière de tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, parce qu'il y a personne qui va naître de façon violente. Donc, qu'est-ce qui a amené cette personne-là Puis ça, c'est un point qui est difficile à cibler. Mais si les gens prennent vraiment le temps d'être à l'écoute, d'offrir une main à ces personnes-là, ça va conscientiser peut-être la personne. Mais tu rencontres des individus aussi qui sont réfractaires à un moment donné. Je veux dire, si on t'a toujours dit que tu valais rien ou tu n'as pas eu de modèle, il y en a qui deviennent... en bon québécois, on dit sauvage, mais c'est difficile de ramener ces personnes-là dans le bon chemin. Pour toi, il y en a eu qui a été beaucoup plus difficile, j'imagine. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. T'as-tu eu des cas, t'as dit lui, il n'y a rien à faire? Non, il y a eu des cas que je trouvais vraiment difficiles, mais justement, c'est que ces gens-là se sont tellement fait refuser, donc se sont tellement fait repousser, et souvent, lorsqu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner cette affection-là, ben ils ont une mauvaise réaction parce qu'ils savent pas vraiment jusqu'à quel point que tu es vraiment là. Est-ce que tu es là pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Donc, il faut continuer. Parce que quelqu'un qui a jamais eu d'amour, qui a toujours été en manque d'amour... Il sait même pas c'est quoi. Il sait même pas c'est quoi. Donc, quand cet amour-là arrive, ben, il sait pas comment réagir avec ça. Il sait même pas comment le prendre. Donc, il doit apprivoiser ça aussi. C'est... psychologiquement, je veux dire, c'est très difficile l'approche que tu choisis dans tout ça. Ben, c'est sûr que, comme on le dit si bien, l'amour ouvre toutes les portes. Très d'accord. L'empathie, la spiritualité de moins en moins à la mode, même en cette période de COVID, comme on vient de le mentionner. Et selon ton expérience de terrain, la situation évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Est-ce que c'est pire qu'il y a 20 ans? Au niveau de... L'empathie, la spiritualité qu'on ressent dans notre société, les messages véhiculés dans les publicités, la façon qu'on traverse l'épreuve face à la crise du COVID. Est-ce que tu penses que les choses s'améliorent? C'est pire qu'il y a 20 ans? C'est quoi ton opinion là-dessus? Sans dire que est-ce que c'est pire jusqu'à 20 ans, mais en ce moment, on sent que les gens sont très, très à fleur de peau. Les gens sont tannés. On comprend. Il y a des raisons, mais il y a pire. Mais il y a pire, mais en ce moment, notre comportement amène la situation à s'empirer aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de violence verbale, il y a beaucoup de violence physique, psychologique. Les gens se tirent la couverture de leur côté. C'est pas ce qu'ils devraient. Donc, on devrait être le plus possible unis de façon à passer à travers toutes ces choses-là. Donc, effectivement, il y a quelque chose à regarder là-dessus. Là. Je vais avoir une autre question là-dessus après. J'aurais pu te présenter comme combattant professionnel, propriétaire de gym, comme je l'ai dit tantôt, philanthrope de l'âme, écrivain maintenant, mais en réalité, selon moi, tu es un guide, un véritable coach de vie dans la force du mot. Mais c'est quoi ta plus grande fierté dans tous tes accomplissements, disons, depuis 1997?
Il y en a plusieurs, mais il y en a sûrement un ou deux qui ressortent. Quand je mets le mot vraiment fierté, c'est vraiment l'organisme. C'est vraiment Oui, c'est ton bébé. Ouais, la mise sur pied de l'organisme et d'avoir vu des jeunes 10 ans, 15 ans plus tard, maintenant que ce sont des pères ou des mères de famille qui ont réussi, qui ont avancé dans la vie, ça, c'est la plus belle fierté. Les valeurs morales qui sont mises à l'avant pour la société de demain et la jeune génération, on voit beaucoup de nos jours de focus on you, focus on yourself. Et je pense que c'est pas nécessairement la bonne voie. C'est sûr que la première personne à aimer, c'est soi-même. Mais le focus on you qui est partout, l'individualisme à outrance, solidifié malheureusement aussi par la crise et l'Internet. Comment revenir à des valeurs d'équipe et de famille? Très bonne question. Comment revenir? Question presque surprenante, mais oui. C'est une question qui veut dire tout. Tu dirais quoi? Parce que le fameux focus on you, là, moi, je commence à trouver que, je veux dire, c'est important, mais je veux dire, ce n'est pas que ça. Non, me, myself and I, c'est pas la meilleure chose à avoir. C'est sûr, il faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Oui. Ça, c'est clair et net. Mais il faut être présent pour son prochain. Donc, moi, c'est le message que je lance. Donc, soyez présent pour votre prochain. Soyez présent pour pouvoir tendre la main. Je pense que lorsqu'on tend la main à son prochain, ça nous revient aussi. Ça nous revient. En fin de compte, on est quand même en train de nous aider aussi. Donc, quand son voisin va mieux, ben, c'est nous qui allons mieux aussi. Comme on le disait précédemment, c'est la base de tout, la famille. Jusqu'à quel point, c'est un phénomène qui est à la mode, là, les familles éclatées, jusqu'à quel point ça a une influence négative sur les jeunes? Je pense que, sans souffler de réponse, c'est à peu près ça la cause numéro 1. Oui, ben, c'est une des causes numéro 1, effectivement. Tu sais, dans une famille où ce que l'amour n'est pas là, il y a des fortes possibilités que le jeune, justement, va retrouver ce manque d'amour, ce manque d'affection là où il ne faut pas. Et ce qui va amener à ce que ce jeune-là, malheureusement... La drogue, c'est ça, ou rentrer dans une gang de rue, en quelque part, c'est d'avoir besoin d'appréciation, d'avoir besoin d'un groupe auquel on s'apparente, comme la famille. Ça remplace la famille pour certains. Je veux dire, on pense parfois dans le préjugé que le gang de rue, c'est seulement une mauvaise personne qui fait des mauvais coups. Mais non, il a des besoins comme les autres. Oui, c'est pour ça qu'il se met à la recherche de ces besoins-là. Et peu importe, lorsqu'on parle de manque d'amour, le jeune pourrait sortir du quartier Hochelaga Maisonneuve et il a ce manque d'amour. Il pourrait sortir du quartier Outremont. Oui. Il a ce manque d'amour. C'est ça. Je veux dire, ça fait pas de différence. Non. Tu as eu beaucoup d'influence sur plusieurs personnes de façon positive dans ta vie, mais à l'inverse, qui a eu le plus d'influence sur toi quand tu étais jeune et encore aujourd'hui? À part Dan Bigra. Qui va sûrement écouter ça, mais je veux dire, qui a eu le plus d'influence sur ta vie personnelle et professionnelle? Au départ, tu sais, ce qui m'a ramené sur le droit chemin, c'est ma mère, bien sûr. C'est grâce à elle que j'ai pu faire un 360 revenir sur le bon chemin. Et après ça, j'ai toujours je pense que c'est un des conseils aussi, s'entourer ou se créer des modèles. C'est une de mes questions. Quel conseil tu donnes aux jeunes qui sont découragés? S'entourer ou se créer des modèles, être entouré de positifs. Je l'ai vu de mes propres yeux pour l'avoir vécu moi-même. Lorsqu'on reste dans un milieu négatif avec des gens qui font du surplace, ben vous risquez qui n'ont pas d'ambition positive, ainsi de suite. Vous allez faire du surplace aussi. Alors, à la minute que vous êtes dans un milieu où ce que les gens c'est de l'avant qui voient, ben vous allez faire ça aussi. Donc, je me rappelle un bouquin que j'avais lu qui a été marquant pour moi, ça s'appelle Moi, Christian F. Ben drogué, 13 ans. 13 ans, drogué votre Je l'ai lu. Puis ce livre-là... Ça fait déjà un certain temps, ça fait au moins 25-30 ans, puis ça c'était percutant. J'étais ado quand je l'ai lu, puis ce livre-là m'a dit, hey, cette jeune fille-là, 13 ans, elle a passé par tout ça, puis elle a réussi. Ben moi... Je considérais que ce que je vivais était de la petite bière à côté d'elle. C'est ça. Aimes-tu la bière en passant? Non. Okay. Juste l'expression. Je vais te donner un point de vue qui est très personnel. On parle de modèle pour la société. Moi, ce que je remarque il y a 30 ans, 40 ans, des gens de notre âge, même si je suis un petit peu plus vieux que toi, nos modèles étaient beaucoup des gens qui s'entraînaient, mais qui avaient peut-être une image un petit peu plus positive. Je sais pas, moi, Sylvester Stallone,
l'image du survivant, Arnold Schwarzenegger, ainsi de suite. Mais maintenant, ce que je vois sur les posters de MMA ou de boxe, ce sont des modèles, des boxeurs qui ont de l'air enragés, plein de tatouages, qui donnent une image d'agressivité et non pas de positivisme du tout. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Parce qu'il y en a de plus en plus. Puis ils tombent aussi dans Me, Myself and I, le focus on you. Oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. Pour avoir été ado et avoir eu ces gens-là comme modèle, parce qu'ils ont de l'air à être au-dessus de tout, ils ont de l'air à être en contrôle, ils ont de l'air à contrôler le monde. Ben oui. Donc, mais c'est une fausse impression. C'est méchant, je veux dire. C'est justement... C'est exagéré, c'est théâtral presque. Ça l'est, c'est théâtral. Pour vendre des billets. Oui, ben oui, évidemment. À la minute qu'on devient un boxeur, ben tes promoteurs, ce qu'ils disent, c'est que tu dois être vendeur. Ben oui. Donc, tu dois faire un show pour être vendeur. Donc, celui qui ben, on le voit avec Jean-Pascal. Moi, je trouve qu'il donne un bon show quand il arrive. Je veux dire, oui, ben Jean-Pascal qui est par Rocky, mais c'est une très bonne personne. Très bonne personne, c'est une bonne influence. Oui. Moi, je vais y aller avec une dose de réalisme, mais je vais être très négatif dans ce que je vais te poser comme question. On va faire un peu d'histoire. 4000 ans de guerre, le capitalisme à outrance, du racisme presque partout, où on tue pour une différence de couleur ou pour voler ou pour parce qu'on est dans la convoitise de l'épouse du voisin. L'être humain peut-il enfin tirer des leçons et vivre mieux dans un partage commun un jour? Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est lourd, cette question-là, mais c'est réaliste. Il y a des gens qui conscientisent. Tu en fais partie, tu fais partie des gens qui conscientisent de ce fait. Donc, plus il y aura de gens qui vont conscientiser et qui vont amener d'autres personnes à conscientiser. On dirait qu'il y a beaucoup d'applis, peu d'élus. C'est ça qui est difficile, je trouve, parfois. T'sais. Parler avec quelqu'un comme toi qui a l'entraide à cœur, il y en a plein. Je veux dire, il y en a une vaste majorité qui se fout carrément du voisin. Puis c'est ça, je pense, qui nous coûte très cher. Au-delà des coups de poing et des coups de pied, qu'est-ce que les sports de combat enseignent aux jeunes qui le pratiquent? J'ai marqué certaines notions, tu vas sûrement explorer, la discipline, le respect. C'est surprenant, c'est un préjugé, mais il y a beaucoup de respect entre combattants. Oui. Je le sais, au TriStar Gym, je côtoie plusieurs combattants extrêmes. L'humilité, le travail sur soi. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus qui va au-delà dans l'enseignement des coups de poing? Oui, c'est très vrai. C'est ça les sports de combat. C'est ça qui est enseigné, tout ce que tu viens de dire. Et d'autant plus aussi à travers les sports de combat, les gens apprennent à se connaître. Oui. À vraiment savoir qui ils sont, à connaître leurs forces, leurs faiblesses, à gérer. Connais-toi toi-même. Oui, exactement. Ils deviennent maîtres de leurs émotions, maîtres de leur colère, et après ça, peuvent s'en servir à faire de belles choses. Comment tu expliques la recrudescence des sports de combat? Au Québec, on a beaucoup d'athlètes de haut niveau, au niveau mondial. Oui. La boxe va très bien, le MMA va très bien. Exemple, lorsqu'on voit des gens comme Georges Saint-Pierre, un modèle d'humilité aussi. Lucien Boutet qui a donc il y a de grands ambassadeurs et plus jeunes de notre époque, Éric Lucas, donc il y a de grands ambassadeurs qui ont fait en sorte qui ont ouvert le chemin à d'autres personnes. On va philosopher un petit peu, toi et moi, mon cher Ali, avant de tomber dans les questions rafales. Nous sommes bousculés par le temps. Quelle est la définition, selon toi, de la maturité? Moi, je dis l'humilité, le calme, être réfléchi. On va pas être dans l'impulsivité. Mais selon toi, c'est quoi la définition de la maturité? C'est une bonne question. La maturité, je pense que c'est probablement quelqu'un qui est conscient qu'il a commis des erreurs. La maturité signifie grandir. Grandir sous toutes les formes, donc ne pas seulement s'attarder à l'image. Non. Comme je te disais tantôt, je veux dire, des conversations sur la météo puis la valeur de ta voiture, ça, on peut en avoir plusieurs, mais des conversations sur les vraies valeurs, ça court pas les rues. Très d'accord. Maintenant, on va aller dans les questions rafales. Tu réponds par un mot, une phrase, mais de façon brève. Dans un siècle, dans une société de plus en plus non violente, est-ce que les gens vont encore payer pour voir deux personnes tenter de se faire une commotion? Tu le colles. Moi, je le vois pas comme ça. Donc, c'est un sport. Pour moi, c'est un sport. Donc, c'est deux personnes consentantes qui ont accepté de voir qui était le meilleur. Okay. Donc, le but n'est pas nécessairement... Qui est le meilleur... qui est le meilleur athlète. Qui est le meilleur athlète. Oui, OK. Qui est le meilleur athlète. Donc,
Le but n'est pas nécessaire. À vrai dire, au contraire, dans un combat, celui qui espère voir une commotion cérébrale, c'est les gens qui sont autour, qui regardent le spectacle. Tandis que les deux combattants se respectent et ils vont se donner une tape dans le dos après le combat. On voit ça comme au hockey. L'athlète, lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner. Les gens autour veulent voir du spectacle, veulent voir du sang. C'est les gens qu'on entend autour. Dans un combat, pour moi, la violence vient de l'extérieur parce que c'est pour avoir fait de la compétition, j'entendais les gens qui riaient, tuer, arrache-lui la tête, couper un bras. Donc, la violence vient un bras. C'est pas dans le ring que le combat vient, c'est de l'extérieur. Couper un bras pendant un combat extrême, ça serait vraiment extrême. Faut-il être violent pour pratiquer des sports de combat? Non, il faut contrôler sa violence. Dans un face-à-face à leur pic respectif, est-ce que tu choisis Mohamed Ali ou Mike Tyson? Aucun des deux. Aucun des deux? Les deux sont ouais. Pour moi les affronter? Non. Je veux dire un contre l'autre. Si tu en pariais un petit deux à leur pic, là, quand ils étaient à leur meilleur. T'en as un qui représente plutôt la vitesse, l'autre représente la puissance. Tu prends qui entre Cassius Clay, Mohamed Ali ou Mike Tyson? Ça avec, c'est une colle. Difficile à répondre. C'est difficile à répondre. L'athlète le plus impressionnant rencontré physiquement, c'est qui? T'as rencontré, t'as dit, mon Dieu, lui, il est tellement bif et musclé ou grand, que ce soit dans un gym, que ce soit dans un ring, peu importe. J'ai pas eu d'athlète que j'ai rencontré que j'ai trouvé impressionnant physiquement. Des athlètes que leur bonté d'âme m'a impressionné, leur façon d'être m'a impressionné. Ben, c'était la prochaine question. Le plus charismatique que tu as rencontré, ce serait qui? C'est parce que tu veux pas en délaisser. Non, c'est ça, sans dire. Le plus excentrique? Excentrique, des gens que je me rappelle, des gens comme Stéphane Ouellet. Oui. Très agréable personne, mais assez... c'est un garçon très spécial. Vrai? Oui. De plus en plus. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là? Tu le sais, as-tu des nouvelles? La dernière fois, j'avais entendu dire qu'il était rendu chauffeur les gros trucks, c'est OK. Ça, donc... Essaye de le contacter. Dans tes plans, dans tes projets, as-tu un autre bouquin en tête ou en route? Pas en route, mais effectivement, j'aimerais pouvoir en pondre un deuxième, oui. J'aimerais que tu me répondes à cette question-là. Chez les jeunes, le problème devient rapidement présent dans le phénomène de consommer des drogues. Au début, je veux dire, c'est bien plaisant. Ça vient masquer aussi des difficultés. Mais c'est symptôme de quoi en premier, l'abus de substances diverses pour toi? Ben, c'est parce qu'on veut s'évader. On veut quitter le monde actuel. La famille éclatée encore? Ça peut être la famille actuelle. Donc, ce qui est le monde dans lequel ils sont, qui est trop souffrant. Ouais. Donc, ils veulent s'évader de ce monde-là. Pour ou contre les bagarres au hockey? Contre. Ça n'a pas lieu d'être. On joue au hockey. Qu'est-ce que la pratique d'un sport de combat enseigne en premier aux jeunes si tu avais donné une notion, un mot? Respect, humilité. C'est quoi le pourcentage du travail et du talent dans un athlète de haut niveau dans le sport de combat? Le pourcentage, tu le mets talent, travail, tu mets quoi, toi, 70-30, 80-20, je sais pas? C'est sûr que c'est toujours le travail acharné. Pour moi, le vrai talent est le travail acharné. C'est ça. Et tous les sportifs de haut niveau vont le dire. Il y a pas le talent, c'est le travail acharné, tout simplement. Ton boxeur favori de tous les temps? Mohamed Ali. Oui. Et puis, avant-dernière question, ton athlète en MMA favori que tu as vu à l'œuvre, t'as dit ça, c'est le meilleur que j'ai vu. Il y en a plusieurs. Un qui ressort à ton goût, à toi? Il y en a un Anderson Silva, je trouve, qui fait partie d'une classe à part. Pour quelle raison? Ça a été un de ceux qui était beaucoup plus complet, qui avait vraiment une fusion complète une approche avant-gardiste, peut-être? Avant-gardiste, très, très en contrôle de toute l'art de la lutte, de jiu-jitsu, du kickboxing. Donc, je trouve que ça a été un des meilleurs. Je termine en te parlant du fameux Floyd Mayweather. Oui. 50 victoires, aucune défaite. La dernière défaite, c'était aux Jeux olympiques de 96 contre un certain Séraphin Todorov.
se qualifie et est qualifié aussi par d'autres de Artist in the Ring. Lui a su transformer une défaite significative. Quand on dit transformer du négatif en positif, c'est un exemple peut-être pour tous, spécialement pour les jeunes. Mais qu'est-ce que tu penses de Floyd Mayweather en tant que boxeur à 50-0? Il n'y a pas beaucoup de jambon non plus là-dedans. Là. Non, de son époque. C'est fou. Il a battu des records incroyables. Il est inégalable. Donc, oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on verra tout ça. J'espère qu'on va revoir ça. On peut le classer tout de suite après Mohamed Ali. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il n'est pas... Le talent est égal, mais il n'est pas l'homme que Mohamed Ali a été. En dehors du ring. Oui. Malheureusement. Qui a fait, je pense, 4 ans de prison parce qu'il ne voulait pas aller parce qu'il était contre la guerre. Oui. Puis ça, c'est tellement un statement important. Puis lui, il avait, comment je pourrais dire, beaucoup d'influence. Moi, devant ta dévotion, ton implication sociale, je veux te dire aussi merci pour ta présence ici, mon cher Ali. Mais au nom de tous ces jeunes gens que tu as aidés à reprendre leur vie en main, je te remercie, te souhaite longue vie à toi, ton mouvement, ton gym. En un mot, oui, tu es d'un commerce agréable, je te trouve très gentil, et tu dégages une intelligence palpable, mais avant tout, tu es un exemple à suivre. Et je te remercie de ta présence. J'espère qu'on va se reprendre. On va garder contact. Je voudrais te donner la main, te faire la bise, on ne peut pas, mais on va se reprendre. Merci, je suis bien certain que les gens vont apprécier cet entretien tout en profondeur. Merci beaucoup. Et on va le montrer une dernière fois. Beaucoup apprécié. Encore tout chaud, une semaine seulement. Ça a été sorti le 21 octobre. Oui, exactement. Oui. Ali, Petit Prince de la rue. Merci, moi, Ali Nestor. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez être traité sur une note un peu sérieuse, c'est sûr, parce que c'est très important ce dont je vais vous parler. Mais beaucoup d'écoute et de compréhension vous attendent si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans la 450 pour la solution, c'est le 582-6706. Rive-Nord Extermination, la solution. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Je vous recommande un endroit qui est vraiment surprenant. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de courtoisie. Pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait pour vous. Vous allez penser que vous êtes en 1983, en 1995 ou en 1989. Allez au centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Tout est propre sur place. C'est un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements de qualité, résidentiel, commercial. Vous ouvrez un bar, c'est sûr, c'est pas tellement le temps, mais ça viendra. Un restaurant, une boutique, c'est surprenant ce que vous allez trouver. C'est pas dur à trouver non plus. C'est au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marinade Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Dans le 450, le numéro de téléphone, c'est le 654-6849. Le centre de liquidation audio usagé. Maintenant, avec mon deuxième invité, nous allons parler baseball, puisque les champions ont été couronnés hier. Les Dodgers de Los Angeles, une première série mondiale depuis 1988. Nous allons discuter avec un grand spécialiste et passionné qui connaît bien son sport, ayant 3 championnats juniors élites à son crédit en tant qu'entraîneur-chef. Et nous allons aussi analyser l'entre-saison du Canadien de Montréal. Voici un habitué de l'émission. Un ex-entraîneur-chef, un ex-receveur, tout comme moi. Je vous présente le sympathique Claude Gravel. Bonjour Claude. Salut Stevie. Ça va bien? Oui, toi. Très bien. Good. Claude, la Série mondiale s'est terminée hier, un gain des Dodgers, mais outre cette belle victoire, finalement après une diète de 32 saisons, est-ce que tu t'y fais encore, toi, au masque sur le banc? OK, je m'attendais pas à ça là. Ben oui, parce que moi, encore, même si ça fait 60 matchs plus les séries, ça fait vraiment bizarre. Mais en fait, je trouve ça un peu ridicule, par contre. On parle de bulles. Ben oui, c'est ça. Mais après avoir vu la réaction des joueurs en fin de match, où ce que tout le monde faisait la collade, etc., les masques ont pris le bord, il y en avait un qui l'avait, l'autre qui l'avait pas. En tout cas, je vais te nommer un joueur dont la saison, pour tout le monde, commence et se termine de la même façon. Je veux dire, et on dirait un symbole dans tout ça. Est-ce qu'on peut être plus malchanceux que Justin Turner? Retiré du match, quoi, en 8e manche, incroyable. Juste avant de remporter finalement le championnat, à cause qu'il est diagnostiqué COVID, ne peut célébrer avec les autres. Lui qui a fait beaucoup pour les Dodgers. Oui, il aurait pu être un des MVP, un candidat à tout le moins. Oui, au moins les 2-3 candidats. Là. Oui. Mais encore là, tu sais,
il y a peut-être d'autres joueurs qui sont positifs, là, puis on ne savent même pas, là, en fait. Là. Oui. Mais d'après moi, il va y avoir une éclosion. Ouais. Puis, est-ce qu'ils ont caché ça? Tu sais, tu te poses la question. Pourquoi en 8e dans ce cas-là? Ouais. Mais Turner, en plus, là, le malheur de tout ça, c'est que ça se peut que ce soit sa seule série mondiale de toute sa carrière. Ben oui. Il a pu célébrer. Moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça spécial. Utiliser autant de lanceurs dans un match, est-ce que c'est une tactique auquel tu adhères, toi qui es un ancien entraîneur de haut niveau? Ben, les gérants, eux, ils veulent avoir le plus d'options possible. Ouais. C'est sûr que cette année, il y a eu un changement pas de roster, de réglementation par rapport au roster. C'est 28 joueurs au lieu de 25 joueurs. Mais là, ça a comme balancé, si tu veux, le règlement qui s'est instauré cette année. Quand tu fais un changement de lanceur, il faut qu'il soit là minimum pour finir la manche ou 3 frappeurs. Fait que, dans le fond, on utilise moins de lanceurs de relève dans ce cas-là avec ce règlement-là, mais on augmente le roster. Fait qu'en bout de ligne, il y a beaucoup. On demande aux lanceurs partants de lancer 5 manches. Et puis après ça, c'est relève. Quand tu as fait ton 5 manches, les temps ont bien changé. Qu'on avait des lanceurs il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans qui lançaient 10 manches. Ouais. Puis c'était je sais pas combien de matchs complets par année. Ah ouais, ça a arrêté dans les années. Les Steve Carlton de ce monde qui a été préféré, je pense. Mon lanceur favori. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je pense que ça a arrêté dans ces années-là. Là. Je te dirais la fin des années 80. Là. Après ça, la relève a commencé. C'est là qu'on a vu les stoppers, les gars qui lançaient 15 lancés maximum à 95 000 à l'heure. Oui. On s'y fait quand même un peu à la COVID parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'atmosphère dans le stade. C'est sûr que c'est particulier de voir 15-20 000 personnes dans un stade et tu peux pas aller au restaurant avec ta femme. Je veux dire, c'est contestable. Est-ce que Randy Arozarena est le nouveau Monsieur Octobre? Je sais pas si c'est un feu de paille, mais c'est vraiment un cadeau du ciel des Rays, aux Rays, je veux dire, parce que c'est incroyable cette histoire-là. Le gars, il joue 23 matchs dans une saison régulière, en fin de saison, quand il vient battre plusieurs records. Oui, c'est incroyable. Dont le circuit. C'est inattendu. Déjà là que les Rays, je veux dire, sont solides au niveau du monticule, là, mais quand tu regardes le line-up en tant que tel, nomme-moi 5 joueurs des Rays ou qui peut faire. C'est ça. C'est pas facile. Non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là. Avec des noms comme Snell. Ouais. Mais je veux dire. Combien il mesure, Snell? Je ne sais pas. C'est entre 6 pieds 4, 6 pieds 8. Là. Mais sérieusement, je pense qu'il porte pas bien son nom. Il y a une statistique là-dessus là, qu'un animateur a sorti là, pendant les séries. Puis je pense que le plus petit lanceur des Rays, c'est 6 pieds 3. Le plus petit. Ben, je pense que Snell fait 6 et 8. Je sais, quand il a terminé sa motion, il est dans ta face. Ouais, c'est comme Randy à 6 pieds 10. Donc, l'histoire des recruteurs qui disent que ça prend des longs leviers pour pouvoir lancer fort, mais eux, ils adhèrent à cette théorie. Le lanceur le plus grand que toi, tu as dirigé, il mesurait combien? Dirigé. Que tu as eu dans une de tes équipes, là? J'ai pas eu vraiment des... Tu n'as pas eu des 6 pieds 6, ainsi de suite? Non. C'est 3 peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. On voit souvent, on peut faire des comparatifs avec le hockey, un club Cendrillon qui sera en finale. On n'a qu'à penser aux Oilers qui ont affronté les Hurricanes en 2006, les Sabres de Buffalo avec Dominique Hachek en 99, les Panthers de la Floride en 94 qui sont en finale. L'équipe Cendrillon, mais qui ne gagne pas. Ouais. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Parce que c'est toujours ça, un club Cendrillon, il ne gagne pas. À part les Miracle Mets, il n'y en a pas de club Cendrillon qui gagne le championnat. Mais est-ce que pour toi, Tampa Bay, les Rays, les futurs ex-Rays, sont l'équipe Cendrillon? Moi, je pense que oui, parce que la différence de masse salariale, c'est tellement ridicule. Je pense qu'il y a 230 ou 240 millions versus 28. C'est ridicule. À 2 joueurs. 10 fois plus. Juste avec Mookie Betts puis Kershaw, tu te retrouves avec la masse salariale complète des Rays. Mais moi, je pense que les Rays, ils ont un scouting, l'équipe de recruteurs incroyable. Le développement des joueurs, ça doit être incroyable. À l'instar des expos. Oui, dans les bonnes années. Exact, parce que c'est leur seul moyen, dans le fond, de compétitionner avec tout ça. Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Fait que, dans le fond, ils ont des petites fenêtres pour gagner. Puis, aussitôt que le joueur atteint l'autonomie, ben, ils ne peuvent pas le garder. Fait que donc, c'est quasi impossible que les Rays gagnent une série mondiale. Ouais. C'est presque impossible. C'est envers et contre tous cette année. Là, je dis oui, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui sont amalgamées ensemble
pour obtenir cette saison-là. Est-ce que Kevin Cash se cache aujourd'hui? Ouais, ben écoute, j'ai un tas d'amis, j'ai des centaines d'amis Facebook. Puis hier soir, c'est un après l'autre, c'était la discussion. Quelle tarte! Ben, en fait, il a joué la game Moneyball, là, en fait. Tu sais, les statistiques démontrent qu'après le troisième tour au bâton, la moyenne monte en haut. Lui, il n'a pas été avec son feeling du tout. Non, il a suivi le Moneyball, en fait, la façon de faire qu'il a utilisé toute la saison. Là. Mais je veux dire, en bout de ligne, le gérant, oui, il est là. Parce que les gérants, ils ont tous peur d'une chose, c'est de lancer de trop. Ils ont toutes peur de ça. C'est une phobie. Comme avec les Astros l'an dernier. Fait que, Cash, lui, avait peur à ça. Fait que puis là, il y avait juste 1 point d'avance. Ouais. Fait que s'il y avait eu 2 points, 3 points de jeu, il n'aurait probablement pas fait le même move. Mais là, il ne pouvait pas se permettre ça parce qu'il y avait qu'un coureur sur les buts. Mookie Betts au bâton. Oui. Ça aide pas. C'est ça. Fait que ça peut être un circuit en dedans de 2 lancers ou un lancer, peu importe. Fait qu'il n'a pas voulu prendre ce risque-là. Finalement, les Dodgers, avec Mookie Betts, ont acheté un championnat. Oui, continue. Mais juste pour terminer avec Cash, c'est incroyable parce qu'à un moment donné, il faut que tu te serves de ce qui se passe sur le terrain, pas juste les papiers et les statistiques. Parce que Snell, là, tu peux avoir donné 2 coups sûrs en 5 manches ou 6 manches, mais tu peux t'avoir fait frapper solide. En entrevue, il disait qu'il se sentait encore très confiant. Mais il s'est même pas fait frapper une balle de solide. C'est ça. Fait que, à part il appelle ça en anglais des swing and miss, là, il y en a eu des incroyables. Quel lanceur. Le niveau de swing and miss est très, très, très élevé. Fait qu'en bout de ligne, s'il avait regardé ce qui se passait sur le terrain, il l'a regardé évidemment, mais il n'a pas voulu. C'est ça, il n'a pas voulu aller au-delà. Non, c'est ça. Mais en fait, ça va rester sur sa feuille de route. Définitivement. Comme l'entraîneur des Astros l'an dernier. On va revenir au match numéro 4, parce que nous avons eu, je pense, la même journée, une discussion, toi et moi. Tu me disais les scores 10-9. Ouais. On cherchait l'année où il y avait eu 2-3 matchs de 10-9. Ouais. Puis ça finit 10-9 ce soir-là. On va commencer avec parler de la 9e manche. Quel déroulement incroyable. Ça commence avec un broken bat single. Et après ça, 2 erreurs sur le même jeu. Le coureur qui est pris en souricière, il tombe. Le receveur échappe la balle, puis finalement, il vient marquer. Est-ce que pour toi, ce match-là demeure le match de l'année? C'est de loin le plus en tant que fan, spectaculaire, là, c'est certain. C'est mieux que 1-0. Oui. Mais je veux dire, c'était inattendu, là, mais je veux dire... ça aussi, là, ça a été comme si les Rays avaient gagné la Série mondiale, ça aurait été le match ou l'élément clé de la série, là, définitivement. C'est quoi ton appréciation, ton analyse de cette Série mondiale et des séries en général dans cette période de crise? Parce que c'est un peu ça que tu avais préparé. Ouais, ben, en fait, l'histoire du Moneyball, puis la nouvelle game, si tu veux. Là, avec les statistiques avancées, et puis l'argent. Puis... Ouais, ben, l'histoire de l'argent, je veux dire, c'est. Tu t'en fais allusion tantôt parce que tu as parlé de Mookie Betts puis les Dodgers qui se sont achetés un championnat. Ben, j'adhère à ça. C'est la pièce manquante. Oui, c'est certain. Là, je veux dire, les Red Sox, ils ont offert le même montant que les Dodgers, puis ils ont choisi de partir. Ils savaient bien qu'ils s'en allaient gagner un championnat. Oui. Puis là, les Dodgers, eux autres, ils payaient la taxe de luxe, ça les dérange pas. Donc, c'était la pièce manquante. Ce sont les nouveaux Yankees. On s'entend qu'ils étaient très bien équipés au niveau lanceur, avec les Kershaw, puis les Buehler, puis Urias. Je veux dire, en bout de ligne, il manquait juste ça, finalement. Fait que là, tu te retrouves avec un Taylor qui frappait 1, qui frappe 9 à cette heure dans le line-up, puis le Betts frappe premier. Ça fait une grosse différence. Est-ce que les méchants vont reprendre, maintenant que la Série mondiale est terminée, qu'ils ont purgé leur peine d'1 an? On parle de Joey Cora, les membres de la direction des Astros, des Red Sox. Selon toi, qui sont quand même des hommes bien branchés et compétents, peut-être un peu trop compétents à notre goût, est-ce qu'ils vont se retrouver du travail incessamment? Oui, je crois que oui. Je pense qu'ils ont déjà des offres même sur la table. Fait que, s'ils avaient été les instigateurs de cette tricherie-là, parce que les autres, ils ont juste laissé faire, en fait. Fait que si ils avaient été les instigateurs, à ce moment-là, je les aurais bannis du baseball comme Pete Rose. Okay. Mais le fait ils ont juste laissé faire. C'est un mouvement. Fait qu'à ce moment-là, je vais dire oui, il faut que tu purges ta peine, puis après, mais recule pas.
Pas mal tout le monde triche, de toute façon. Hein? Non. Claude, as-tu d'autres choses à rajouter sur la saison de baseball? En fait, je voulais juste parler de... Avant qu'on prenne une pause, avant de parler de hockey. Les histoires les expos, puis etc. Oui, je voulais t'en parler de ça au téléphone l'autre jour. Puis je disais, le fait que... Parce que plusieurs me posent la question, est-ce que le fait que les Rays sont en série mondiale, est-ce que ça va leur étirer l'existence ou améliorer leur relation avec les fans de Tampa? Puis j'aurais répondu à ça, si la série mondiale se serait jouée, c'était joué plutôt à Tampa. Ça, c'est un bon point. Et à Los Angeles, à ce moment-là, les fans des Rays auraient comme repris contact avec leur équipe. Je suis d'accord avec toi. Là, ça aurait été, dans le fond, une bonne chose pour les Rays. Oui. Mais le fait que ça soit joué dans un terrain neutre, je suis pas certain que les fans... puis d'ailleurs, les codes d'écoute n'étaient pas bonnes, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, j'ai entendu parler. Les codes d'écoute étaient affreuses contrairement aux autres séries mondiales. Mais c'est quand même encourageant, parce que si on a une équipe comme ça qui s'en vient dans 3 ans, les X-Rays, je veux dire... qui est sous le même modèle que les Expos, il faut le dire. Le recrutement, un budget un petit peu restreint. Nous allons prendre une petite pause, mon cher ami Claude. Je vais vous parler du Centre d'imagerie Pixel, un important partenaire ici. On le surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas dur à trouver en face de la marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Je vous donne le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654-99-44. Pour parler maintenant du CH, mon cher Claude, on sent un vent de fraîcheur. Le momentum est du côté de l'organisation. Il y a une aura, soudainement, autour de l'équipe. Mais il y a une tonne de pression. S'il advient des blessures, ça peut être un vrai château de cartes. De grandes attentes aussi, des grandes attentes de la part du public. As-tu l'impression qu'on va vraiment dans le bon sens ou que ce n'est qu'une illusion? Moi, mais là, c'est sûr que là, il y a une grosse vague d'optimisme. Oui, exact. Puis, et pour cause. Oui, je suis d'accord avec les 4 acquisitions, là, les Anderson, Edmondson, Toffoli, Allen, c'est dans la bonne direction. Mais si on pense qu'on est arrivé avec ça, là, c'est pas vrai. C'est ça. Parce que on est beaucoup trop petit encore. Je veux dire, oui, on se grossit, c'est certain, là, mais je veux dire... on est loin d'être gros. Oui, regarde, je me suis fait une petite liste pour le fun. Tatar, Gallagher, Drouin, Lekonen, Byron, Will, Suzuki, puis Caulfield qui s'en vient à 5 et 6. On s'entend-tu que... On pensait plus à Caulfield. On s'entend-tu que on a du chemin à faire pour se grossir? On ne gagnera pas des matchs avec l'intimidation. Non. Fait qu'on est, l'année passée, on était de loin l'équipe la plus petite et légère. C'est ça. Mais puis on a fait un gain. On a peut-être monté d'un rang ou deux. Là, fait qu'on est comme 28e en quelque part dans la ligue au niveau de la grosseur des poids. Plus ça change, plus c'est pareil finalement. Moi j'ai une question pour toi. Suite aux interviews accordées cette semaine, notamment à TSN 690 par Marc Bergevin, il semble très proche de Jeff Molson. Est-ce que c'est ça la raison qui explique son règne de 9 ans à la barre du Canadien? Est-ce que s'il n'était pas si près du propriétaire, il aurait levé les pattes déjà? Ouais, je ne sais pas c'est quoi l'entente entre les deux ou la relation entre les deux, là, mais c'est clair qu'il est un bon vendeur parce qu'il y en a qui ont perdu leur travail pour 9 ans, là, c'est sa 9e saison. Oui. Tu penses qu'il ne serait plus là? Moi, je pense qu'il ne serait plus là avec un autre propriétaire. Là. Est-ce qu'une division pan-canadienne lors de la prochaine saison, soit la saison 2020-21, représente pour toi seulement un fantasme? Ça n'a aucune saveur ou c'est seulement une rumeur? Moi, je pense que c'est fondé. Ça serait logique. Parce que là, la NHL ont fait un excellent travail en fait, dans l'histoire de la bulle par rapport aux séries. Pas eu de cas, etc., de COVID. Mais là, l'année prochaine, ça va être une autre histoire. Là. Chaque équipe va jouer chez eux. Et puis là, il va y avoir... Là, ça peut être... Si l'histoire de la pandémie est mal contrôlée aux États-Unis, moi, je pense que c'est pas fou de penser qu'on aurait une division canadienne. Puis je pense que c'est une bonne chose. Ben, ça serait... pour moi, si c'est pour une saison, ça va être très excitant. Oui. Parce que si c'est pour plus longtemps, je veux dire, on veut voir les Pingouins, les Bruins, les Flyers, ainsi de suite. On n'aura plus cette chance. Le problème avec la division canadienne, c'est qu'il y a des équipes dans l'Ouest. Puis là,
les time zones, excuse le terme, le décalage le horaire. décalage horaire, ça joue un rôle parce que là. Mais probablement qu'on va faire des séries de 3 matchs. Si tu t'en vas à Vancouver, ben, tu affrontes Vancouver 2 matchs. Parce qu'il faut se rappeler aussi que la saison est censée commencer le 1er janvier. Puis si on fait une saison complète de 82 matchs, ça va jouer 2 jours. C'est ça. Mais si tu joues 2 jours puis tu te retrouves dans l'Ouest avec les décalages, c'est compliqué. Mais aller jouer à Vancouver, disons, puis affronter lundi les Canucks et mercredi encore les Canucks, ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais. On sait que les joueurs ont tendance à se détester après quelques matchs, donc on va avoir un peu d'action. Donc, suite aux acquisitions, si on considère les attentes, un certain momentum aussi qui semble entourer l'équipe cette année, le CH doit viser haut comme avant, c'est-à-dire ce qu'on ressent un peu plus cette année, on commence à parler de faire partie de la finale et pas seulement viser le gros trophée, pas seulement faire des séries. Je pense que si on pense de cette façon-là, on va s'assurer un certain succès. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Point de vue mentalité. Parce qu'on dirait qu'on vise moins haut. Oui, c'est vrai que les Kings de Los Angeles ont fait les séries à la dernière partie de la saison, puis ont remporté la Coupe Stanley en 2008, je pense. Je suis pas certain, là, mais... ils ont gagné la Coupe en 12 et en 14. Je pense que c'est en 12 qu'ils ont fait... ils ont fait vraiment les séries au dernier match, puis ils ont remporté la Coupe Stanley. C'est quand que c'est arrivé ça, la dernière fois? Les Flyers, eux autres, se sont rendus en finale en 2010, quand ils ont perdu contre les Blackhawks sur un tir de barrage. Puis ils ont fait les séries, c'est ça. Ils ont fait les séries sur un tir de barrage, puis ils sont rendus jusqu'en finale avec le gardien Michael Layton, si tu te rappelles. Oui. Mais c'est très rare. Là, moi, en tout cas, je pense pas que ça... Pour le Canadien, je pense qu'il faudrait qu'on vise bien plus haut que ça. Et puis, ça commence par le repêchage. Puis moi, je pense pas qu'on a eu un bon repêchage. Là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans dans les 4 premières rondes qu'on ne repêche aucun Québécois. C'est un non-sens absolu. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais rajouter sur le CH? En fait, j'aimerais... Non, mais je trouve que... Je veux pas être négatif par rapport aux additions, là, mais je juste... Son magasinage, il faut pas que ce soit fini. Là. Si on pense vraiment là, qu'on va aller loin avec ça... il manque encore le fameux centre numéro 1, parce que même si Suzuki s'en viennent avec Kotkaniemi, je veux dire, t'as pas de centre numéro 1 encore. C'est pas encore catégorisé comme un centre numéro 1. Peut-être que Suzuki il un joueur complet. Sur le bon chemin, là, évidemment, mais j'espère que ça va être une saison qui va breakthrough, qui appelle en anglais, vraiment qui va le mettre sur la map. Mais je vais t'envoyer une expression qui peut-être va nous ramener sur Terre. Ce sera la 2e saison de Suzuki, le Sophomore Jinx, la game de 2e année. Peut-être qu'il va la connaître, parce que là, il y a des attentes. On demande à Kotkaniemi pour la fin mais c'est ça. Parce que c'est facile. Comme les Knights, les Golden Knights de Vegas, la première saison se rendent en finale. Moi, j'avais dit à plusieurs personnes, attendez de voir leur 2e saison, parce qu'ils créent les attentes. Et comme de fait, ils n'ont pas fait les séries. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter aussi? Tu viens de parler de Formule 1 un petit peu? En fait, c'est parce que Lewis Hamilton il a battu le record de Michael Schumacher. Puis je suis moins un fan de F1 maintenant, mais je l'ai été beaucoup. Tellement que je me levais très très tôt le matin, les dimanches matins, pour voir, puis même les samedis pour voir les qualifs. Wow! Madame, elle devait être contente quand elle était fatiguée le soir à cause de la course. Non, mais puis en plus, je travaille pour un employeur qui a accès à ça. On est dans le domaine pétrolier. J'ai mobile ici. On fournit ce chandail-là, en fait, c'est McLaren à l'époque, mais aujourd'hui c'est Red Bull. Mais à cause qu'on a accès, on est commanditaire des écuries, on a accès au pit. Pendant plusieurs années, à chaque course, on descendait dans les puits. C'est spectaculaire. On rencontrait les pilotes, on rencontrait tous les ingénieurs. Je suis même allé. Tu as rencontré Hamilton? Oui, ben oui. Schumacher, puis Irvine, dans le temps de Ferrari. Je pense que je vais me mettre à vous voyer. Mais puis mon patron de l'époque, il m'avait même, après 25 ans de service, il m'avait dit qu'est-ce que t'aimerais, une montre ou ben non, aller voir la Formule 1 en Espagne. Poser la question, c'est y répondre. Je dis quand est-ce qu'on part. Fait qu'on est allé voir le Grand Prix d'Espagne en Formule 1, c'était vraiment fantastique. C'est le fun, je suis presque envieux. Je te remercie de ta présence, toujours fort intéressant. On pourrait peut-être dire aux gens qu'à la mi-décembre, nous allons entamer une nouvelle émission qui s'appellera Friday Night Sports Machine, une revue explosive de la scène sportive. Nous aurons beaucoup de plaisir, je crois, toi et moi, parce que tu es un gars qui est au courant de ce qui se passe dans le sport et tu as beaucoup d'expérience. Je le rappelle, tu as été nombre d'années entraîneur-chef. As-tu encore des plans, justement, en terminant?
Non, de peut-être revenir à la barre d'une équipe? Ben, j'ai eu un appel, mais j'ai refusé tout de suite. Là. OK. Ça te tente plus? Non, ben en fait, j'ai vu d'autres choses. Après 53 étés sur le terrain de balle en ligne, j'ai connu, on s'est acheté un motorisé, on a fait du camping, j'ai commencé à aimer d'autres choses. Puis là, ben, tu sais, le fait que tu n'as pas de cédule, ça fait du bien, je pense, au mental. Fait que, même si on a eu une saison de COVID bizarre là, au camping, mais on a quand même... tu sais, des fois, on se levait le samedi matin à 6h pour aller faire un double à Québec. Ouais. Tu sais, Puis c'est pas ce qu'il y a de plus payant non plus. Non, c'est pas payant. Mais je te remercie, Claude. On verra pour le reste. C'est bon. Merci de ta présence. Merci. Je vous parle maintenant de Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. De longues explications vous attendent et de longues années d'expérience également. Comme je vous le dis, moi j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, je vous parle du dernier partenaire se joindre à l'équipe ici, soit la zone vêtements de sport et classique, qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix au meilleur prix. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. C'est une très belle boutique, ça, la zone vêtements de sport et classique. Je vais vous nommer quelques marques disponibles sur place, dont Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix pour hommes et femmes disponibles sur place. Je vous donne le numéro de téléphone de la zone vêtements de sport et classique. C'est le 450-654-1113. Maintenant, je vais terminer plutôt en vous disant, oui, les mesures ont été rallongées d'un autre 2 ou 4 semaines. Ce n'est pas facile. Il faut travailler en équipe. Les mesures sont questionnées pour cause. Je suis le premier à questionner certaines mesures. Je trouve pas normal de voir, c'est vraiment pas... c'est le mot, c'est pas normal de voir 15 à 20 000 personnes dans un stade alors qu'on peut pas aller au restaurant, disons, avec notre compagne, notre compagnon, et qu'on est seulement 2 assis à table. Ça n'a aucun sens. Mais il faut travailler en équipe. On n'a pas le choix, on va s'en sortir. C'est pas la COVID qui va nous dicter comment vivre, ce sera plutôt l'inverse. Et n'oubliez pas les 3 mots magiques, appelez un ami, spécialement en période de confinement. 3 mots qui vont semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Comment ça va? Appelez un ami, ça ne coûte pas cher, mais ça fait beaucoup de bien. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.